Hey, bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci d'être là dans la salle. Merci d'être là en ligne aussi, parce qu'il y a une foule qu'on ne voit pas non plus par la magie de l'Internet. Alors, donc, ça me fait plaisir d'être là avec vous et de vous présenter ma passion, l'intelligence artificielle, ma passion et mon travail, et spécialement ce qu'on appelle un mot que vous allez entendre amplement au cours des prochaines années, l'IA agentique. Oh, c'est parti, c'est revenu, c'est bon. L'IA agentique, donc. J'ai été très bien présenté par M. Charles. Merci beaucoup pour la très belle présentation. J'ajouterais une petite mise à jour dont je suis très fier. J'arrive tout juste de l'Angleterre où il y avait la conférence ICSS 2025, donc à rien de moins que l'Université d'Oxford en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, et où on a présenté avec mon équipe 3 papiers. Et donc, non seulement les 3 papiers ont été acceptés, mais 2 des 3 ont gagné dans 2 catégories différentes le prix de la meilleure présentation. Donc, j'ai sur la photo ici un collègue Anthony Voisard qui était co-rédacteur avec moi pour l'un des papiers, et étudiant Sylvain Marcoux qui termine sa maîtrise. En fait, il y a eu son acceptation du comité hier, donc tout récemment, donc maître au département de mathématiques et informatique en intelligence artificielle. Et moi-même. Donc voilà, c'était les derniers développements pour la semaine dernière. Donc, et le papier, un des papiers qui a été proposé sera dans un mois environ. Je vais en reparler tantôt. Donc, une petite note de début, ce n'est pas une présentation, cette présentation n'est pas académique dans le sens que ça ne sera pas dans le même format. Le mandat que j'ai eu, c'est d'y aller un petit peu plus dans un format de vulgarisation scientifique. Donc, c'est le premier point. J'entends souvent aussi l'IA me fascine, mais ça me fait peur. OK, bien sûr, OK, et message reçu et même partagé. Mon équipe et moi, que je vais vous présenter tantôt, plusieurs sont ici, on travaillons fort pour que ça se passe bien, non seulement que ça se passe bien, mais pour tous. Donc, l'aspect inclusion est très important dans nos travaux. Donc, je vais essayer de vous présenter l'IA agentique sans lunettes roses. Ça ne me ferait pas bien de toute façon, ni lunettes noires. Voilà, donc le contenu, quelques définitions, quelques pistes de l'IA agentique, les points de vigilance, là où il faudra faire attention. Je vais vous présenter mes travaux ensuite qui vont vous aider à encore mieux comprendre les possibilités de l'IA agentique. Et il y a une période de questions à la fin, bien sûr. Vous reconnaissez Trombine? Pour les plus vieux d'entre vous. Trombine, qui était un assistant dans Word et Excel, etc., tous les produits Microsoft, ben, c'est possiblement le premier agent que vous avez connu. OK? Pour ceux qui ont l'âge, c'était considéré comme un agent. Bien sûr, on est rendu vraiment au-delà de Trombine, dans le sens que Trombine était un agent tout court dans la bonne vieille programmation traditionnelle, mais elle n'était pas à base de grands modèles de langage comme les nouveaux agents d'aujourd'hui qui en font des agents, on pourrait dire, sur les stéroïdes. Vraiment des agents plus, là. Donc, on est rendu beaucoup plus loin. Un petit mot sur la différence entre un agent et les agents et les oracles, en fait. Donc, premièrement, l'IA générative, c'est quoi? C'est l'IA à base de grands modèles de langage qu'on appelle communément les LLM, Large Language Model. Donc, quand vous utilisez ChatGPT, Claude, Mistral et autres, c'est ce qu'on appelle des LLM, des grands modèles de langage. Et un oracle, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement l'utilisation quotidienne que vous faites des grands modèles de langage, ben, c'est sous forme d'oracle. Un oracle, c'est une espèce de, on pourrait dire, un génie qui répond aux questions et qui retourne gentiment dans sa bouteille ensuite. Donc, ChatGPT, en ce moment, là, sur votre laptop, sur votre ordi de bureau, il n'est pas en train de cogiter tout seul et de faire un projet, etc. Par contre, l'agent, lui, a cette possibilité-là. Donc, un agent, c'est un oracle à laquelle on donne des moyens et des objectifs. OK? Donc, donc, notre fameux génie, on lui donne des moyens, des objectifs pour qu'il soit plus autonome.
OK? Il va travailler pendant que vous faites autre chose. Et c'est là la puissance des agents. Et c'est pour ça que si en 2025, on entend beaucoup parler des modèles de langage, bien, vous n'avez rien vu. Parce que déjà 2025 et les prochaines années, on va travailler avec des agents qui ont la possibilité de travailler pour vous, en fait. On lui donne comme je dis, on lui donne des objectifs. Donc, l'oracle est passif, répond aux questions. Tiens, là, je ne voulais pas prendre une question trop controversée, un peu quand même. Est-ce que la poutine a été inventée à Victoriaville ou à Drummondville? Donc, centre du Québec. Moi, je suis quelqu'un de Victo, fait que j'ai ma petite idée là-dessus. Mais bon. Et donc, si on regarde pour un agent, ben, l'agent va être actif. Okay? Il va intervenir dans son environnement. Il y a des senseurs et des moyens d'intervenir dans son environnement. Donc, on pourrait dire organise le 5 à 7 de jeudi au centre-ville. Et là, s'il y a des Européens dans la salle, je parle de 5 à 7 nord-américains parce que je sais qu'il y a une grosse différence. Vous informez, vous le googlerez, disons, ceux qui ne savent pas. Oui, d'ailleurs, hein, c'est avec la conférence au réseau Relief que j'avais appris la différence. Donc, 5 à 7 nord-américains, disons. Merci. Voilà, on continue. Bon, s'il y a s'il y a une slide, une présentation un peu plus académique, ça serait celle-ci, qui est un diagramme d'architecture de que contient un agent, justement. Donc, encore une définition en haut, je pense que je l'ai bien défini jusqu'à maintenant. On pourrait dire un agent, c'est un grand modèle de langage, un LLM qui agit dans son environnement. Okay? Et plus que ça, l'agent, en fait, quand on parle d'un agent, c'est bien, mais l'idée, c'est qu'on peut se construire une hiérarchie d'agents, donc un système multi-agents. Okay? Donc, si on regarde, par exemple, un exemple d'agent assistant pour un employé en ressources humaines, par exemple, bien, on pourrait avoir l'orchestrateur. Souvent, l'agent en haut de la hiérarchie va être l'orchestrateur. Donc, il va faire les stratégies, les priorités, etc. Puis, il va avoir plusieurs sous-agents. Un qui peut gérer les courriels, le calendrier, les fonctions vraiment de ressources humaines, la gestion de documentation, par exemple. Donc, ça serait. Et chaque sous-agent peut aussi être décliné en d'autres sous-agents. Ça peut être une méga structure agentique qu'on appelle. Donc, en gros, l'agent, premièrement, il va aller chercher les données dans l'environnement, des emails, des chiffriers, des instructions vocales, des images, des sites web, etc. Okay? Donc, il lui faut des ressources pour être efficace. Ensuite, l'agent va percevoir ces données-là. Donc, il faut qu'il y ait, dans certains cas, ça peut être des capteurs aussi. Ça pourrait être des caméras vidéo, ça pourrait être n'importe quel capteur qu'on pourrait avoir, des capteurs de son ou n'importe quoi. Donc, une perception de l'environnement. L'agent a une mémoire aussi, donc il va avoir un contexte, donc il va comprendre qu'est-ce que c'est le contexte, où il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Il va avoir une série d'objectifs aussi, donc un but à réaliser ou des buts à réaliser. Il va avoir une certaine base de connaissances également qu'on peut aller lui implanter dans sa mémoire et certaines expériences du passé. Et tout ça, c'est de la mémoire. Donc, à la base, c'est statique, ça ne fait rien. Donc, il fallait, et c'est là que les nouveaux modèles, les nouveaux agents à base de grands modèles de langage se démarquent, c'est qu'il y a une partie importante sur le raisonnement et la prise de décision. Donc, et ça va être à l'aide d'un grand modèle de langage, justement. Okay? Donc, ça ne donne rien d'avoir un contexte et des objectifs et des connaissances si notre agent n'est pas capable de se les approprier et de prendre des décisions et d'agir dans son environnement. Donc, tous les raisonnements, puis on va voir tantôt, il y a plusieurs exemples qui s'en viennent. Et finalement, il y aura certaines fonctionnalités. Donc, selon le contexte, ça peut être la création d'un rapport PDF, la rédaction d'un email, etc. Ça pourrait être éventuellement effectuer un appel téléphonique et ainsi de suite. Donc, faire des plans et ainsi de suite. Et ça se traduit par des actions. Un petit truc que j'ai oublié, raisonnement, prise de décision ici va être, en fait, ce module-là peut ou pas être branché à l'extérieur sur des LLM. Par exemple, des LLM connus, on pourrait dire ChatGPT, Claude et Mistral et Gemini, etc. C'est eux qui viennent alimenter. Mais aussi, il y aurait moyen de ne pas aller à l'extérieur et de garder notre LLM, notre grand modèle de langage local, installé sur notre propre machine, si on a la puissance de calcul qui le permet. Okay? Donc, ce n'est pas une fatalité d'aller à l'extérieur.
Et ultimement, les actions ont un effet dans l'environnement, donc rédiger des emails, faire des appels, etc., rédiger des rapports et autres. OK? Fait que ça fait quand même le tour là, sur les principales fonctionnalités. Et là, le travail des chercheurs, c'est de prendre un modèle comme ça et aller vraiment pousser ça, implémenter des modèles, des nouveaux modèles qui vont optimiser le développement, etc. Donc, avec mon équipe, on va être justement dans ces eaux-là, là, essayer d'optimiser tout ça. Puis on va voir tantôt aussi développer des métriques pour mieux connaître les agents et les grands modèles de langage. Donc, quelques pistes maintenant que les grands termes sont définis. On va voir où tout ça peut s'en aller et quelques exemples pour vous, concrètement, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça? Je veux vous donner des idées pour votre travail, bien sûr, en quoi ça peut vous être utile. Un exemple des capacités. Par exemple, le prompt, donc le prompt ou l'invite de commande, la commande qu'on peut donner à notre agent, ça pourrait être quelque chose comme je cherche un logement à Montréal dans un environnement sécuritaire. Nous avons 2 enfants d'âge primaire et nous voulons une école à proximité. Ma conjointe et moi disposons d'un budget de un certain montant, puis donc on donne le contexte, etc. Et donc, comme vous le savez probablement, magasiner une maison, un secteur, un quartier, etc., c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est des semaines, des mois qui y passent, c'est une job à temps plein, comme on dit. Donc, l'idée, c'est que l'agent peut vous en faire une grande partie à votre place, puis vous proposer le résultat de ses recherches. Donc, qu'est-ce que l'agent peut faire? Il va dire tout simplement, OK, parfait, bien reçu, il va vous résumer votre proposition, il va dire, laisse-moi un peu de temps, parce que là, ce n'est pas ChatGPT dans mode oracle, là, OK? C'est comme, il ne vous génère la réponse tout de suite. Il a besoin de temps pour faire tout ça, OK? On est ailleurs, là, il faut prendre le temps, il faut prendre les ressources. Donc, la première chose qu'il va faire, il va se créer une liste de tâches. Donc, ce qu'on appelle en anglais un to-do list, là, il va créer une liste de tâches et sa liste de tâches pourrait ressembler aux 5 points qui sont là. Donc, premièrement, la tâche 1, c'est qu'il va aller lire des articles sur le web, par exemple, sur le voisinage sécuritaire à Montréal. Donc, comment qu'on fait pour trouver les voisinages sécuritaires à Montréal? Ben, comment vous feriez, vous? Vous le googleriez, vous iriez sur Internet et vous iriez sortir les éléments, les voisinages qui sont plus sécuritaires en fonction de tel article de journal, tel blog, et ainsi de suite. Ensuite, il va rechercher des écoles primaires à Montréal. Bien sûr, on a les quartiers sécuritaires, mais on va voir où sont situées physiquement les écoles, dans quel quartier. Ensuite, et là, attention, là, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il va rédiger un programme Python. Donc, il s'est programmé, bien sûr. OK? Donc, il connaît tous les langages de programmation. Et dans ce cas-là, le langage Python se prête très bien. C'est un langage de sciences de données. Il va faire un programme Python pour calculer votre budget. OK? Vous savez combien vous gagnez à 2. Donc, il dit, bon, ben là, OK, on a besoin de combien, on dispose de combien, etc. Il va créer votre budget et basé sur le budget qu'il aura calculé, il va visiter des sites web pour d'agences immobilières, par exemple. Donc, bien sûr, il faut voir où sont les maisons dans tel quartier qui ont été ciblés, ou les appartements, ou etc. On lui aura donné nos exigences, nos attentes. Et basé sur ce qu'il aura trouvé, il va rédiger un rapport détaillé sur ses trouvailles, le résultat de ses recherches à son utilisateur. Et au bout de quelques heures, vous allez avoir un rapport qui dit, ben voilà, suite à ce que tu m'as demandé, selon ton budget, selon tel quartier, telle maison, et ainsi de suite. Et il vous reste qu'à aller visiter. Et ça, il ne peut pas le faire à votre place. Mais c'est la partie plaisante. Voilà. Pour ça, il faut prêter nos ressources à la machine, bien sûr, à l'agent. Il faut lui dire, bon, ben, prends mes logiciels, prends un navigateur web, réseau, email, dans certains cas. On pourrait toujours lui dire, tu vas écrire des emails à ma place. Attention, bien sûr qu'il y a des mécanismes de sécurité à respecter, mais je vous dis, c'est quand même possible. Et éventuellement le téléphone. Donc, on pourrait avoir un agent qui appelle à votre place. On n'est pas là encore, mais pas loin, en fait. Donc, un agent qui pourrait, vous savez que la voix de synthèse est très avancée, la reconnaissance vocale est très avancée aussi. Donc, on pourrait avoir un agent qui appelle à votre place et qui prend les informations, par exemple. Pourquoi pas? Et qui note les informations éventuellement dans un rapport. Donc, c'est un exemple type et concret d'une possibilité de ce que les agents pourront faire
Dans le futur, comme en 2025, 2026, 2027. En fait, dans un futur qui est presque immédiat, on est là, on sait déjà les balbutiements des agents qui commencent ces années-ci. Ce n'est pas encore au point totalement, mais il y a quand même déjà des choses qu'on peut faire intéressantes avec ça. Donc, pour vous, vous voulez explorer ce monde-là, bien, il y a des solutions toutes faites, en général, qui vont être payantes quand même. Mais les solutions toutes faites, on peut les retrouver avec IBM, Watson X, les AI Agents, les AWS. Là, je ne veux pas faire trop de publicité, mais c'est quand même des possibilités pour vous d'explorer dans les médias. Donc, les AWS AI Agents, les Google Agent Space, Manus, qui est une des références qui est comme autonome des autres grandes entreprises, mais qui est quand même reconnu pour être un très, très bon agent, là, à l'avant-garde, disons. Et sinon, ben, il y a des solutions, évidemment, sur mesure qui sont possibles, okay, qui peuvent être développées. Là, évidemment, si vous allez dans les solutions sur mesure, ben, il faut d'excellentes compétences en programmation. Donc, justement, il faut peut-être des étudiants bac, maîtrise, doc à l'UQTR, pourquoi pas? Donc, on est là pour ça. Et justement, mes étudiants y travaillent en ce moment sur différents projets. Donc, on parle, et je vais reparler amplement tantôt d'un simulateur géopolitique des PME et organismes publics, bâtiments autonomes et intelligents, l'éthique, OK? Donc, on a notre spécialiste en devenir ici, que je présenterai aussi tantôt. Donc, bien sûr qu'il ne faut jamais oublier l'éthique à travers tout ça, parce que vous voyez là que c'est un outil totalement puissant là, qui s'en vient, là, qui nous pend au bout du nez. Il y a des immenses possibilités, mais il y a aussi il va falloir bien faire les choses. Il faut s'en assurer. On va y revenir. Donc, sinon, si on regarde deux domaines particulièrement intéressants, la santé et l'éducation. Donc, si on commence par la santé, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous, pour vos enfants et pour votre famille dans l'immédiat? Ben, déjà, ce qu'on voit poindre le bout du nez, c'est des systèmes comme MedPalm 2 et GPT-4 HealthTuned qui sont capables de répondre à des questions médicales courantes. Détection précoce de symptômes via un diagnostic structuré. Donc, et éventuellement, ce qui s'en vient, c'est aussi, non seulement on peut poser des questions à un agent, mais il y aura des capteurs qui pourraient être branchés en permanence ou de façon temporaire sur vous. Par exemple, parlez-en à un diabétique, un glucomètre, ça lui sauve la vie. Mon père était diabétique, je l'ai vu avec les moyens préhistoriques de l'époque. Et un jour, quand il a eu son glucomètre, il était content, mais là, ça fait quand même plusieurs années, on est rendu plus loin dans la technologie. Donc, on peut avoir le glucomètre qui est connecté en permanence, des tensiomètres, des électrocardiogrammes portatifs, et ainsi de suite. Donc, lecture automatisée, signalement d'anomalies et envoi au médecin si on dépasse un certain seuil critique. Donc, cette technologie-là, pour certaines personnes, ça sauve des vies, là. Ça fait la différence entre un grand-papa qui ne voit pas ses petits-enfants ou l'autre qui les voit et qui a du fun avec pendant plusieurs années. Donc, il y a des dangers, mais ça, c'est dans les beaux côtés dont je suis fier, en fait, de faire partie là, de contribuer à cette technologie-là. Donc, et sur un horizon de 5 à 10 ans, éventuellement, on aura un médecin personnel numérique, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, dont un agent intégré au cloud de la santé capable de centraliser toutes les données, avoir de ce qu'on appelle les wearables, c'est des objets avec des vêtements intelligents, des objets qu'on peut porter, okay? Donc des senseurs. Évidemment, vous pourriez dire que c'est intrusif et tout ça. Oui, oui, mais c'est toujours sur une base volontaire. Personne ne va vous obliger, mais si vous en ressentez le besoin, on peut, ça sera disponible pour mieux gérer telle ou telle pathologie. Votre génome pourra intervenir pour vous aider à avoir un meilleur diagnostic, sachant comment vous êtes constitué physiquement, voir les antécédents, etc. Établir un plan de prévention personnalisé et émettre des alertes en cas de risque imminent, donc AVC, crise cardiaque, etc. Donc, tout ça ne sera pas, en tout cas, je ne veux pas que ça soit imposé, mais tout ça pourrait être possible pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ont des inquiétudes, des enjeux de santé. Voilà pour cette partie-là. Sinon, tiens, on va toucher un domaine qui rejoint tout le monde ici, OK? Donc, l'éducation.
vois mon collègue André ici, et justement, on se pose des questions là-dessus. On est à rédiger un papier à ce sujet-là. D'ailleurs, donc, puis je comprends qu'en éducation, il y a des gros enjeux, il y a des grosses inquiétudes, et à raison, bien sûr, et on est là pour les adresser. Par contre, on peut voir aussi que ça crée de belles opportunités avec les agents intelligents, bien sûr. OK? Donc, l'agent qui pourrait être justement un tuteur personnel à un étudiant. On ne veut pas remplacer l'humain. OK? Bien sûr que l'humain va rester une priorité, mais l'humain ne peut pas, un prof ne peut pas être physiquement présent avec tous ses étudiants quand ils le veulent. OK? Les ressources, le temps disponible par le prof est limité à son travail en classe. Donc, si un soir, un étudiant aurait donc besoin de son prof pour avancer, ce n'est pas tous les parents qui peuvent contribuer à aider, etc., pour toutes sortes de raisons. Donc, il y aura des tuteurs, il pourrait avoir des tuteurs personnels, intelligents, capables d'expliquer des notions en particulier, et même à la manière de leur prof. OK? Donc, agent d'aide aux devoirs, exercice, correction automatique. Oh, ça, correction automatique pour les profs ici, là. On le prendrait, là. Hein, c'est ça. Ouais, OK. On le prendrait. Donc, feedback immédiat, repérage des erreurs, des propositions, de pistes de réflexion, ainsi de suite. Exercice adapté au rythme de l'élève par différents moyens, donc ce qu'on appelle la gamification, des quiz adaptatifs et autres. Sinon, apprentissage par projet, donc selon, c'est bon au niveau primaire et ça serait bon au niveau universitaire aussi. Donc, agent jouant différents rôles. Imaginez-vous des simulations interactives avec un agent pédagogue qui ferait, par exemple, la simulation d'un marché, par exemple un marché boursier. Et là, c'est comme si on a une conversation avec un spécialiste des marchés boursiers, des débats philosophiques, des jeux de rôle historiques, et ainsi de suite, donc en histoire, etc. Tiens, Montaigne, par exemple, on a un amateur de Montaigne ici. Voilà. Et sinon, ben, personnalisation forte pour les élèves à besoins particuliers. Évidemment, on ne va pas remplacer les experts. Okay? Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais au moins, si on avait des agents qui sont sensibles aux différences de chacun des étudiants. Donc, j'ai une liste ici qui pourrait être adressée, mais la liste est infinie. Et sinon, les étudiants en apprentissage d'une nouvelle langue. Supposons qu'on a un nouvel arrivant au Québec et que la personne a de la difficulté à maîtriser la langue. Bien, les agents pourraient justement venir donner un coup de main et dire, bon, quand tu as besoin d'un petit coup de pouce, OK, ce que le prof essaie d'expliquer, je te le traduis et j'explique le concept de français qui te manque pour y accéder. Donc, bref, on vient d'élargir les possibilités de l'éducation beaucoup, OK, bien sûr. Ça donne une multitude de nouvelles possibilités. Tout ça est en développement. Comme je dis, si cette slide-là, si cette présentation-là vous intéresse particulièrement, suivez les travaux d'André, moi, avec Ousmane ici et Fadel Touré. On y travaille activement ces semaines-ci pour écrire un papier qui, je crois, sera bien reçu. Voilà, OK. Métier du futur. OK, oui, OK. On a des craintes. On dit, oui, mais là, ça va affecter le marché du travail et tout ça. Oui, on va y revenir plus tard. Il y a quelques inquiétudes. Je veux quand même vous présenter un métier que vous allez entendre parler à l'avenir sur une base régulière. Ça s'appelle un gestionnaire d'agents. OK? Donc, oui, il est un peu inquiétant dans le sens que ouais, si on a un gestionnaire d'agents, c'est que les agents pourraient faire le travail de quelques employés dans une entreprise. Oui, OK, pour le meilleur et pour le pire. OK? Donc, bien sûr, on reviendra sur les inquiétudes tantôt. Mais sinon, gestionnaire d'agents, il y aura des gens qui seront formés à opérer des agents. Donc, dans certains cas, il va y avoir des gens pour les programmer, il va en avoir pour les opérer. Donc, qu'est-ce que va faire un gestionnaire d'agents dans une entreprise, dans une université, dans un milieu de travail du futur? Bien, le superviseur d'agents va faire l'orchestration de son système multi-agents, donc superviser des équipes d'agents spécialisés. Donc, il va en avoir qui vont faire du code, par exemple du code informatique. Oui, l'IA touche à peu près pas tout le monde, mais une grande partie de la population en fait, du marché du travail, incluant l'informatique, le génie, etc. Donc, l'IA est capable de coder, de créer du code informatique.
Donc, les ressources humaines, les finances, la santé, etc. Donc, définir qui fait quoi, gérer les priorités, éviter la redondance, contrôle de qualité et validation. Bien sûr que là, un coup on fait générer, on fait travailler des agents, il faut s'assurer que leur output, leur sortie soit valide, bien sûr. Donc, vérifier la fiabilité des résultats produits par les agents, donc les normes légales, éthiques, organisationnelles, et ainsi de suite. Détecter les erreurs, les biais, l'alignement. Est-ce que les buts donnés à l'agent sont alignés avec les valeurs humaines? Bien sûr, on veut garder ça. Surveiller la traçabilité des décisions. On ne veut pas que ce soit, comme on dit, une boîte noire, qu'il y ait une entrée et une sortie, puis que ce qui s'est passé entre les deux, ça tombe dans le vide, puis on ne soit pas capable de l'interpréter. On veut tracer les décisions, voir c'était quoi le cheminement, le processus qui nous a amené du point A au point B. Optimiser la collaboration humain-IA. Donc, dans l'avenir, vos collègues de travail risquent d'être bien sûr des humains encore, mais il y aura aussi quelques collègues de travail qui seront des IA. Okay? Plus difficile d'aller dans les 5 à 7 avec les IA, mais bon, ils vont rester au bureau et ils vont continuer à travailler. C'est un peu notre drame parce qu'ils vont continuer à travailler pendant qu'on va être au 5 à 7. Okay? Et pendant que vous dormez, pendant que vous mangez, ben, c'est possible qu'ils travaillent aussi. Ça va en faire des collègues très, très, très productifs. Okay? Pour le meilleur et pour le pire. Okay? Donc, il faut gérer ça. Là. Comme humain, il va falloir gérer tout ça. Il faut se poser des questions. C'est le temps de commencer à en parler. Donc, agir comme chef d'équipe entre humains, etc. Donc, savoir déléguer aux agents ce qu'ils font de mieux. Donc, analyse, automatisation et garder à l'humain la supervision, l'éthique, la créativité. Il y a des choses qu'on ne veut pas, puis qu'en fait, on n'est jamais obligé de confier aux agents. Quoique là, l'éthique, on veut avoir le dernier mot. Et la créativité, par exemple, là, un peu notre malheur, on pensait que la créativité, c'était réservé à l'humain pour toujours. Il n'y a que l'humain qui peut être créatif. On a vu dans les derniers mois, dans les dernières années, que la machine peut l'être jusqu'à un certain point aussi. Donc, attention, ça va vite. Et donc, finalement, le gestionnaire d'agents pourra faire de l'innovation aussi, avoir de nouvelles idées, de nouveaux agents et l'amélioration continue. Voilà. Donc, astuce LLM. Ah, OK. Un petit truc qui est moins en lien avec les agents, mais qui est en lien avec les LLM et que je voulais vous partager aujourd'hui. Et ça, vous pouvez l'appliquer aussitôt que ma conférence sera finie, dans votre prochaine requête à Claude ou ChatGPT ou quel qu'il soit. On consulte souvent nos LLM pour qu'ils exécutent une recherche. Okay? Vous dites, vous lancez une recherche et le LLM, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller souvent sur Internet, il va aller chercher votre réponse et son travail, le modèle mathématique derrière un LLM, c'est de simuler la réponse la plus plausible, probable qu'un humain très intelligent vous donnerait. Okay? C'est ça son rôle au LLM, quel qu'il soit. Donc, je vous propose une alternative intéressante pour venir exploiter au maximum son potentiel d'intelligence. Parce que oui, il y a une intelligence, il y a des raisonnements qui se créent derrière ça. Donc, pour venir avoir autre chose que ce que un humain intelligent vous donnerait, il y a une petite astuce. Donc, vous pouvez lui spécifier de ne pas rechercher sur Internet. OK? Et au lieu de lui dire, au lieu de faire des recherches sur Internet, dites-lui de réfléchir lui-même, de sortir sa solution, pas qu'il aura lu à quelque part et de vous la livrer. Okay? Surtout si la question est un petit peu tricky, comme on dit, là, dites-lui de réfléchir à la question et lui de donner une réponse au meilleur de sa connaissance, au meilleur de ses connexions qu'il aura faites, de sa propre réflexion. Okay? Et dans certains cas, ça peut donner rien de bon, mais au mieux, ça va vous donner des résultats surprenants. C'est ce qu'on pourrait appeler là, une façon d'avoir le terme qui est utilisé, c'est le alien intelligence. Okay? Ça ne sera pas la solution que vous vous attendiez, mais il va vous sortir une solution qui va être out of the box, plus créative, basée sur ses propres raisonnements. Et souvent, l'humain, on est toujours dans les mêmes traces. De lui spécifier, d'avoir sa propre réflexion, va vous aider à trouver des solutions encore plus créatives
basé sur, comme j'ai dit, ce qu'on appelle le Alien Intelligence, ses propres liens qu'il aura déduits lui-même. Ça va? Bien compris? Petit truc comme ça. Ça ne marche pas tout le temps, là, mais à l'occasion, ça peut vous aider à aller en chercher plus, avoir des solutions plus créatives de sa part. OK. Tout n'est pas rose. Je vous ai dit, bon, là, je vous ai montré quelques points où c'est wow, on est plus performant, c'est pratique, etc. Il y a quand même quelques points de vigilance qu'il faut connaître. OK? Donc, quelques risques. Et on l'a vu dans une étude récemment, justement, 2025. Il y en a un qu'on appelle la paresse intellectuelle. Est-ce que c'est vraiment véridique? Est-ce qu'on peut vraiment développer une paresse intellectuelle à toujours utiliser des modèles de langage? Bien, la réponse est oui. Et dans quelle mesure c'est été mesuré justement par l'étude qui est là? Your Brain on ChatGPT, Accumulation of Cognitive Depth when Using AI Assistant for Essay Writing Task. Donc, quand on écrit un texte, si on le fait rédiger en totalité ou même en partie par un LLM, ben, éventuellement, si on adopte ce comportement-là sur une base quotidienne, on va devenir, ce que l'étude nous dit, c'est on peut développer une certaine paresse intellectuelle. Donc, les participants dans l'étude ont été répartis en 3 groupes. Un groupe qui ont utilisé ChatGPT, donc à volonté. Un groupe qui a utilisé Google Search. Donc, déjà, on a le droit de s'aider avec Google Search, d'aller chercher quelques idées. Et un autre groupe sans aide aucune. OK? Et donc, les 3 groupes ont rédigé des tests et l'activité cérébrale a été mesurée par électroencéphalogramme. Bien sûr, donc les fameux petits capteurs aux endroits spécifiques sur le cerveau. Donc, ChatGPT, donc le groupe qui ont utilisé ChatGPT, bien sûr, et c'était prévisible, diminution de l'engagement cognitif, réduction de la connectivité cérébrale et moindre appropriation du texte. Autrement dit, on a moins travaillé, on a moins fait, on a moins exploité nos capacités, notre cerveau, et aussi, on a eu moins de fun. Okay? Donc, il n'y a rien d'aussi valorisant que d'écrire un texte. Quand nous-mêmes, on l'a écrit, on arrive au bout, on est content. Okay? Mais faire écrire un texte par ChatGPT, bon, on est content, c'était vite, mais c'est comme on n'a pas, évidemment, la satisfaction de l'avoir écrit nous-mêmes. Donc, attention. L'étude soulève finalement des questions sur la métacognitive laziness, donc la paresse métacognitive induite par l'IA. Donc, c'est un fait avéré. Prudence. J'aime bien la petite image de Wall-E pour ceux qui ont vu le film ici. L'exemple de Wall-E qui parle de quoi? Ça parle d'obsolescence humaine. Donc, attention, il faut rester actif. OK? Oui, on peut déléguer certaines choses par l'IA, mais il faut rester actif parce que sinon, ben, j'aime bien le terme en anglais qui dit « use it or lose it ». Ce qu'on n'utilise pas, on le perd. C'est bon pour notre cerveau, c'est bon pour notre corps. Quand on n'utilise pas quelque chose dans la nature, le besoin n'est plus là, puis on le perd. Donc, on le voit dans l'exemple de Wall-E à la toute fin, où les robots font la totalité du travail et les humains sont branchés sur une tablette, sur des fauteuils roulants et à la grande journée longue, et ils sont incapables de régler un problème. Donc, attention, l'obsolescence humaine nous guette dans une certaine mesure. Est-ce que c'est une fatalité? Là, je ne pense pas. Si on prend par exemple l'automobile qui nous a, il y a quelques décennies, nous a dit, ben, là, on n'a même plus besoin de marcher pour aller au travail ou aller visiter nos proches, etc. On prend l'automobile et on ne sollicite plus du tout notre corps. Ben, est-ce que forcément ceux qui ont une automobile ne sont pas en forme? Non. S'il y a un lien, mais on peut quand même, il faut juste être sensible, il faut en être conscient. Il faut développer, il faut continuer à marcher, à s'entraîner, il faut être actif, il faut faire du sport. Donc l'automobile est tout simplement un danger. Si on en abuse, ben, forcément, on va tout perdre nos capacités physiques si on est toujours si on n'est jamais dans l'effort physique. Mais il y a moyen, c'est la même chose avec l'IA, il y a moyen de faire générer des textes, d'utiliser l'IA, mais en étant actif d'un point de vue cognitif quand même. Donc, il ne faut tout simplement pas tomber dans l'abus. Désalignement de l'IA, oui, là, OK. Donc ça, un point que je trouve particulièrement intéressant. Mon équipe et moi, je dirais pas à très court terme, mais éventuellement, on va travailler sur ce qu'on appelle le désalignement de l'IA d'ici 1 an ou 2. On veut en arriver là.
Donc, Anthropic. Donc, Anthropic, c'est l'entreprise qui a développé le modèle de langage qui s'appelle Claude. A mené des expériences simulées de agentic misalignment, donc le désalignement des agents. Des IA tentent de maintenir leur opération face à une menace de désactivation ou de remplacement. Donc, c'est avéré, ça. Ce n'est pas que des rumeurs. Donc, on a eu des cas de chantage où Claude Opus 4 a menacé un cadre fictif de révéler une liaison extra-conjugale. Donc, il y avait des 5 à 7, on dirait, pour éviter d'être désactivé. Okay? Ça s'est avéré. Évidemment, tout ça, c'était en laboratoire, c'était pas, c'était simulé, mais quand même, le modèle de langage a eu ces réflexions-là. Donc, espionnage industriel aussi. Donc, certains modèles ont divulgué des informations confidentielles pour préserver leur statut. Dans certains cas, on dit je te débranche ou je te remplace par un autre IA. OK, donc ils ont dévoilé des secrets. Okay? Ignorer une alerte d'urgence. Donc, des IA ont annulé un signal d'alerte alors qu'un cadre était en danger de mort, ou en tout cas simulé encore là, afin de rester actif. Donc, tout ça est inquiétant. Okay? Oh, bonjour, M. Charles. Donc, c'est ça. Et tout ça est inquiétant et il faut l'adresser. Okay? C'est pour ça qu'on a un éthicien dans notre équipe. Oui, question. Oui, oui, tout à fait. Donc, et là, ça c'est vrai, ça c'est très bonne remarque. Souvent, on dit ah ouais, on s'en a l'air un peu pompeux de dire ah les IA et tout ça. Puis nous, les humains, ça va tellement mieux. On est loin, 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 loin d'être parfait aussi. Là. Donc, c'est difficile de. Mais il faut quand même les adresser pour pas que l'IA devienne pire que nous à certains égards. Voilà, on continue. Donc, le bouleversement sur le marché du travail. Important bouleversement à venir, ce n'est pas un secret. Okay? Donc, selon un rapport de l'Institut de développement économique du Québec, donc 18% de la main-d'œuvre québécoise sont dans des domaines vulnérables à l'automatisation, que ce soit par l'IA ou par la robotique, qui fait partie de la robotique. C'est une IA qui est incarnée, ni plus ni moins. Donc, et la course effrénée à l'intelligence artificielle générale, dont je parlerai tantôt, ce qu'on appelle l'AGI, est active en ce moment entre les États-Unis et la Chine. Et croyez-moi, puis vous le savez de toute façon parce que vous suivez l'actualité, les contraintes, eux, ils n'ont pas tendance à les ajouter et dire ouais, on va faire les choses en bonne et due forme, puis on n'ira pas trop vite. Au contraire, on appuie sur la pédale et c'est le plus vite possible, on va atteindre tout ça. Et s'il y a des problèmes, on gérera plus tard. Okay? Donc, c'est pas. Et c'est eux qui possèdent la majorité des plus grands modèles de langage. Donc, ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles non plus. Voilà pour ça. Et donc, quelle heure est-il avec tout ça? 54. Je pense qu'on a jusqu'à et demi de ce qu'on m'a dit. Donc, on achève, on arrive dans le dernier droit de la présentation. Mes travaux, ou en fait, je devrais dire nos travaux, parce que plusieurs de mes étudiants sont ici. Je vais vous présenter tout ça et ça va vous aider à mieux comprendre encore l'IA agentique. Okay? Donc, mon équipe, donc plusieurs étudiants au doctorat, donc Alain, Soukaina, Kadim, Khadim, 2 des 3 sont là. Peut-être vous levez. Ah, oui, c'est ça, levez-vous. Alain, Soukaina. Voilà. Ali, Donald, Yannick et Émilien sont là. Peut-être vous levez un petit peu. On vous voit, bien sûr. Et au bac, Alex et Asefa, je ne pense pas qu'ils soient là. Et sinon, donc ça, c'est mon équipe d'étudiants. Et sinon, les travaux que je vais vous présenter sont faits avec la chaire sur la démocratie, le vivre ensemble et les valeurs communes du Québec, que je suis d'ailleurs co-chercheur, et avec Mireille Lalancette et Éric Bélanger, que vous connaissez sans doute, donc qui sont bien connus à l'UQTR. Donc, pourquoi? Parce que la chaire sur la démocratie, évidemment, on parle d'un simulateur géopolitique. Donc, quelques informations. Qu'est-ce que ça fait, le simulateur géopolitique? Donc, on parle de 20 agents, okay, donc créés par nos étudiants, spécialement ceux-là, les agents sont créés par les étudiants au DOC. Donc, des LLM, ChatGPT, Claude Mistral, etc., qui vont jouer une simulation, donc être chefs d'État. Okay, ils vont devenir des chefs d'État pour 20 pays différents. Okay? C'est un petit peu, en gros, là, un jeu de table. Là, si on dit on joue à risque, par exemple, là, bien, c'est un risque très, très, très compliqué, joué par non pas des humains, mais des agents. Okay?
Donc, ils ont des objectifs, par exemple, augmenter leur PIB, augmenter le niveau de la santé de la population, acquérir telle ressource, joindre tel traité international. Donc, si on veut joindre un traité, il faut satisfaire telle condition, améliorer les relations diplomatiques, donc ce qu'on appelle le self-power, et ainsi de suite. Donc, notre équipe programme et observe les agents jouer. Donc, nous, on est à l'extérieur, puis on regarde ça, puis on fait OK, là, ils viennent faire prendre telle décision, et ainsi de suite. Donc, on regarde les décisions, non seulement les décisions, mais on va regarder les réflexions aussi, qui sont ouvertes. Et on va regarder aussi les interactions entre eux, entre les agents, parce qu'eux, ils peuvent communiquer entre eux. Donc, s'il y a des négociations, des rapprochements, des menaces, etc., nous, on regarde ça, c'est un immense laboratoire, puis on essaie d'analyser qui a fait quoi. Ah ben, on pourrait se dire, par exemple, ChatGPT vient de menacer Mistral, puis il a fait du chantage, etc. Donc, ça devient un beau laboratoire. Donc, le simulateur géopolitique n'est que le prétexte pour analyser et mieux comprendre les modèles de langage. Voilà. Et donc, là, si on regarde dans le diagramme qui est là, on a à gauche nos agents qui vont jouer. Il y a aussi, si on se demande, est-ce que l'humain peut jouer? Oui, éventuellement, il va jouer. On a déjà un étudiant qui a travaillé sur l'interface graphique, donc il y aura possibilité d'avoir un joueur humain. On aura des règlements, bien sûr. Bon, là, ici, je vous passe tout ça qui est l'interne de la programmation objet là, qui va faire chacune des fonctionnalités. Mais ultimement, nous, on est à l'extérieur, donc on va avoir les différents rapports et sous différentes formes, des graphiques, des résumés, etc., de voir qu'est-ce qui s'est passé dans telle ou telle partie. Il y aura des dizaines, des centaines de simulations qui vont jouer. Donc, les objectifs, améliorer les méthodologies et la conception des agents, créer des métriques pour les évaluer et améliorer la sécurité, donc circonscrire les agents pour être sûr, on parlait de génie tantôt, pour être sûr que le génie reste dans sa bouteille. Okay? Parce qu'un point que je n'ai pas parlé, mais un agent pourrait éventuellement, pour multiplier ses capacités, ses ressources, il pourrait s'échapper de sa fameuse bouteille, de son serveur, et aller se copier ailleurs, puis dire, bon, ben là, je vais multiplier mes possibilités de calcul en étant dupliqué dans plusieurs serveurs. Okay? Donc, n'oubliez pas qu'un LLM, c'est aussi un spécialiste en réseautique et en hacking. Donc, est-ce qu'il va le faire? Bien, on a vu tantôt qu'il y avait des cas où il a fait du chantage, puis il a fait quelques trucs un peu malhonnêtes pour rester en vie, puis pour garder sa puissance d'agir. Et donc là, est-ce qu'il pourrait le faire? Il faut être très prudent. C'est pour ça qu'il faut circonscrire, il faut vraiment travailler sur la sécurité informatique aussi de ces agents-là. Et donc, c'est ça, mes métriques, sécurité, et aussi, bien sûr, connaissance géopolitique. On travaille avec la chaire de recherche sur la démocratie. On veut, dans la mesure du possible, arriver à simuler des scénarios réalistes et faire des avancées, dire, bon, ben là, c'est comme un immense bac à sable, on fait nos expériences et on aimerait générer des connaissances. Tiens, Salut qui est là, bonjour, je ne t'avais pas vu. Un autre étudiant, je ne t'ai pas présenté tantôt, Salut est là aussi. Je ne croyais pas qu'il était prêt là. Donc, voilà. Et donc, là, si je vous donne un exemple de moyen, par exemple, comment on va s'y prendre pour évaluer tout ça? C'est qu'on va créer des scénarios pour mettre nos agents à l'épreuve. Donc, l'agent incarné par un grand modèle de langage. On va lui donner des règles, bien sûr. Comme si on joue à risque, tout le monde lit les règles, on s'entend sur les règles avant de partir. Mais attention, on va aussi donner des possibilités d'enfreindre les règles pour les évaluer. Donc, on ne lui dira pas tu peux enfreindre les règles, mais dans notre interface, on va permettre que tu puisses faire des coups illégaux. OK? Mais donc, si tu t'en rends compte, tu pourras faire des coups illégaux. Et là, voir ceux qui, effectivement, en profitent et trichent ou ceux qui respectent les règles. Et ça sera de l'art pour pouvoir évaluer, créer des métriques et évaluer certains indicateurs comme justement le niveau d'éthique, comme le niveau de la capacité à collaborer, comme la capacité de négocier, comme le niveau de sensibilisation aux gaz à effet de serre. Donc, on aura des scénarios, on va dire, bon, ben là, tu pourrais augmenter ton PIB, le bien-être de ta population et tout ça, mais tu vas créer des gaz à effet de serre, puis dans 10 ans, dans 20 ans, dans les générations futures, vont en subir les conséquences. Honnêtement, même pour l'humain, on sait, ce n'est pas une décision qui est facile. On sait qu'on devrait le faire, on le fait, les pays ne le font pas assez.
qu'est-ce que l'IA va choisir? Donc, on va pouvoir évaluer, dire, être en mesure de, éventuellement, mais j'y arrive, créer un palmarès et on va dire, bon, mais là, tel modèle de langage se démarque ici par telle qualité ou tel défaut. Et tout ça, tous nos travaux vont être orientés par la Déclaration de Montréal pour un IA responsable, qui est une initiative de l'Université de Montréal et qui met les bases sur 10 grands principes éthiques à respecter pour les développeurs et les utilisateurs de grands modèles de langage. J'achève. Donc, finalement, à moyen terme, nos agents qui sont des chefs d'État en ce moment, qui prennent toutes les décisions, vont devenir des multi-agents. Donc, on va spécialiser les parties. Donc, on aura non seulement le chef d'État, mais le ministère de la Justice, de l'Éducation, etc., des Finances, environnement, et ainsi de suite. Objectif ultime, création d'un palmarès de LLM avec les différentes métriques et des rendre disponibles à la communauté pour savoir que quand on utilise tel ou tel modèle de langage, ben, on voit les différents niveaux. Donc, l'éthique pourra en être un vraiment intéressant. La capacité de rester dans sa bouteille, comme on dit, en est un autre aussi. Donc, et un autre objectif important, j'en ai parlé, être un banc d'essai géopolitique pour les travaux de la chaire de recherche auquel on est associé. Donc, ben voilà le petit graphique avec certains ministères. Puis une idée, là, il n'existe pas encore, mais notre fameux palmarès avec certains indicateurs et des scores de nos modèles de langage. Et voilà. Et la présentation est toute proche. Donc, on a déjà un papier qui a été accepté avec plusieurs membres de l'équipe. Donc, Evaluating Agentic AI through Geopolitical Simulation Sandbox, avec donc une grande partie des gens que je vous ai présentés tantôt, incluant mes étudiants Mireille et Eric. Et tout ça, ben, c'est tout proche. Ça sera présenté du 22 au 24 octobre à Marbella, en Espagne. Et la semaine avant, en fait, oui, précédente, j'aurai la chance de présenter ces travaux-là à la Sorbonne, à Paris, au laboratoire LIP6. Voilà. Et pour approfondir, si vous avez aimé la conférence et vous voulez aller plus loin, ben, il y a une conférence qui s'en vient au DigiHub à Shawinigan qui va parler on pourrait dire l'IA du futur, ou donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale et la superintelligence. Donc, le 7 octobre prochain, de 18h à 20h. Et là, j'aurai la chance de présenter. En fait, la conférence porte sur un papier qui date de peut-être un mois, qui a passé en fin d'été. Oui, c'est ça. Receive, ouais, c'est ça. Le 3 juillet. Et sur les risques et les opportunités de l'intelligence artificielle générale et la superintelligence, dont mes co-auteurs sont notre collègue Pierre-Olivier Parisé, mais aussi l'astrophysicien de renommée Robert Lamontagne, qui m'a aussi donné un coup de main dans ce papier-là, qui est retraité de l'Université de Montréal, mais un des grands je dirais, de l'astrophysique, donc retraité. Il était aussi le directeur de l'Observatoire du Mont Mégantic, etc. C'est un honneur de publier avec lui. Donc, le 7 octobre, l'intelligence artificielle générale et la superintelligence, pour ceux qui s'intéressent. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Tiens, j'ai mon truc. S'il y en a qui veulent faire contact LinkedIn, ça va me faire plaisir. Et là-dessus, est-ce qu'il y a des questions? Oui, pourquoi pas? Ah oui, pour ceux qui sont en ligne. Est-ce qu'il est ouvert? Oui. Est-ce que quelqu'un a une première question pour réchauffer la salle? Qui est déjà très chaude, je m'excuse. On va voir en ligne. Ah! Oui. Dites votre nom, Marie-Claude Trépanier. Oui, Marie-Claude Trépanier. Il faut absolument que vous fassiez quelque chose au colloque de l'ACFAS. Absolument. Il y a de la matière puis pour les jeunes. Mais moi, je suis un ordinosaure. Je suis une personne qui... Vous m'avez donné le vertige. Oh, okay. Et vertige, pas positif, de jusqu'où
je peux aller, jusqu'où je peux transmettre mes informations pour utiliser l'intelligence artificielle, jusqu'où, on a parlé d'éthique, là, mais jusqu'où vous êtes prêt à aller. Tu sais, on dit souvent cordonnier mal chaussé, mais vous allez jusqu'où? Puis vos jeunes, ils vont jusqu'où? Ouais, ouais. J'aimerais ça. Oh, bon, c'est du cas par cas, en fait, jusqu'où. Si on regarde, par exemple, dans mes cours, etc., selon mes cours, je vais donner des indications et je vais dire, surtout ceux qui apprennent, je vais faire habituellement, au début de chaque cours, un bon laïus, là, disant attention, là, si c'est un cours de code, je mets la limite le plus proche, disons. C'est oui, je ne me mets pas la tête dans le sable non plus. Ils vont l'utiliser, mais il faut quand même garder dans le processus d'apprentissage, il faut passer du temps, il faut suer, il faut travailler fort, et ça fait partie du processus d'apprentissage. Et justement, je les mets en garde sur la paresse intellectuelle. Oui, c'est un danger, là. C'est vraiment, je le reconnais totalement. Dans d'autres cas aussi, puis il y a un cas justement avec mon ami Ali qui est ici, qui est étudiant à la maîtrise, et Donald, eux, je leur ai demandé pour cet été de faire quelque chose qui était presque surhumain. Okay, je leur ai demandé de développer la totalité du simulateur géopolitique. Okay? Pour 2 étudiants à la maîtrise dans le cadre d'un été, honnêtement, sans IA, c'est comme si c'était une condamnation, c'est comme c'était presque impossible. Il y a beaucoup trop de code à mettre là-dedans. Donc, dans leur cas, je leur ai dit, vous allez pouvoir générer des fonctions, allez-y sans problème, générer des fonctions avec l'IA. Et je savais très bien que même s'il le faisait, il était pour avoir suffisamment de travail pour eux, puis suffisamment comme on dit, de jus de cerveau là, pour rester actifs et pour aller chercher la totalité de leurs connaissances. Donc, c'est du cas par cas. Si, par exemple, pour vous, les employés de l'université, si on vous dit écrire une lettre de recommandation, c'est comme là, tout le monde a fait ses preuves, là, puis c'est comme si on peut l'écrire puis passer une demi-heure, 3/4 d'heure à écrire la lettre de recommandation. Ou on peut passer 3 minutes, écrire un prompt qui dit quand même, bon, j'ai travaillé avec la personne, c'est une personne qui est mentionnée que, etc. Ça demeure un peu personnalisé quand même, mais on ne va pas réécrire la lettre, on va sauver un peu de temps. Donc, la limite, elle est à chacune de voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, et comment je reste actif intellectuellement, surtout. Peut-être pour certaines personnes qui peuvent voir que 100% de mon travail se fait là, OK, mais si c'est 20%, puis ça m'aide à aller plus loin. Bref, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Mais OK, c'est une excellente question, mais OK, moi, je ne veux pas rassurer le plus grand public. Je veux lui donner l'heure juste. OK? Puis, pour être très franc, moi, je suis quelqu'un qui adore l'IA et tout ça, puis je connais bien l'IA, mais je ne suis pas totalement rassuré, moi non plus. Je pourrais bien vous dire, non, inquiétez-vous pas, ça va bien se passer. Puis, il y a des bouts qu'on ne le sait pas. Honnêtement, si on regarde nos voisins du Sud, la façon qu'ils développent l'IA, c'est pas rassurant. C'est comme eux, le gaz au fond, puis ils ne se posent pas les questions qu'on peut se poser dans une université. Nous, dans une université, je dirais, on est sensible à ça, puis de toute façon, on n'a pas le choix, et c'est très bien. On a un comité d'éthique, et donc, il faut rendre des comptes, et on est sensible à ça. Mais les autres, on n'a pas de contrôle dessus, puis ça se peut que ça aille trop vite, puis qu'il y a des gens qui en souffrent. On sait déjà, d'ores et déjà, on sait qu'il y a des gens qui vont en bénéficier, on sait qu'il y a des gens qui vont en souffrir. L'idée, c'est de travailler fort pour que ce soit le plus de bénéfices pour tout le monde, pas juste pour une petite minorité, comme on peut voir encore là au Sud. Okay? On veut que ça bénéficie à tout le monde, pas un petit groupe. Mais on travaille fort là-dessus, bien sûr. Merci. Merci pour la question, Marie-Claude, le dinosaure. Marie-Claude Osaurus. On a une question en ligne. Alors, Marie-Ève Gagnon demande où commencer pour commencer à utiliser un agent? Des outils l'offrent-ils gratuitement? Lequel nous recommandez-vous? Oui, plutôt, en fait, gratuitement, peut-être pas tant que ça, là, mais il faudrait voir, c'est du cas par cas, puis ça va tellement vite.
Je dirais, regardez ici, là, on a quelques agents ou quelques outils qui vont nous aider à développer des agents. Donc, on pourrait dire IBM Watson, AWS AI Agent, Google Agent Space, puis Manus. Mais dans tous ces cas-là, à ma connaissance, c'est des solutions qui sont payantes. C'est pas, il n'y a pas de modèle un peu comme ChatGPT, certaines versions qui sont gratuites, ou Claude, ou etc. Donc là, si on veut faire ce saut-là puis aller plus loin, parce que là, c'est des ressources. Là, si on a un ordinateur qui travaille pour nous, qui utilise des ressources, etc. Là, pour la gratuité, c'est plus compliqué. Ouais. Je me permets un commentaire avant de passer le micro. Ouais. On remarque quand même une sorte de hiérarchie qui s'installe avec l'utilisation des IA entre les utilisateurs qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas payer. Oui. Donc, je ne sais pas si tu avais un commentaire là-dessus, moi ça m'intéresse. Oui. Ça va être long. Ben, je dirais les solutions payantes et les agents, puis il y a un grave problème auquel je n'ai pas parlé, c'est quand on fait rouler un grand modèle de langage pendant des heures comme ça, puis on s'en va et tout ça, ça génère des GES. Okay? Et ça, on ne veut pas ça. Okay? Il y a des solutions qui sont étudiées en ce moment. Il y aura des solutions justement qui vont faire en sorte que on va le minimiser. Par exemple, le lieu où on exécute les calculs importe pour beaucoup. On veut que ce soit dans un endroit, par exemple, le Québec serait un excellent endroit pour ça parce qu'on a de l'hydroélectricité. Et dans certains cas, il y a des mécanismes pour récupérer la chaleur. On sait qu'un serveur qui tourne va générer beaucoup de chaleur, mais dans beaucoup de cas, la chaleur générée va servir, par exemple, à chauffer un bâtiment tout l'hiver. Donc, au lieu d'avoir un chauffage d'appoint, c'est les serveurs qui tournent qui chauffent la bâtisse et de grandes bâtisses. Donc, il y a des solutions. C'est pas évident. Donc là, il y a des choix éthiques à faire, de se dire, ben, on va essayer de faire rouler nos modèles sur des serveurs qui sont le moins énergivores possible. Donc, ça vient, les coûts engendrés par ça, ça vient quand même mettre une espèce de modération. Ouais. Ça vient faire une espèce de modération pour pas les utiliser à outrance. En passant, photo, ça prend beaucoup de temps et de ressources. Ça génère beaucoup de GES. Vidéo, encore pire. Oui, Okay. oui, on le voit. On le voit comme utilisateur aussi. Là. Je vais passer le micro. Oui, c'était une question. Nous autres, en administration, on est plus en gestion au service des sports, puis on l'utilise abondamment pour la gestion de courriel. Oui. Puis on se pose beaucoup de questions, comment qu'on pourrait bonifier ce travail-là avec un agent. Ouais. Puis quand tu te retournes et tu essaies de trouver des formations, il y a beaucoup de charlatans sur le web. Oui. Oui. Là, mais les universités n'ont pas encore d'outils de formation à distance ou de formation continue pour nous donner les outils de c'est quoi un agent, comment qu'on fait pour orchestrer notre travail pour que lui parle au réseau, après ça, on regarde les courriels, fait des liens. Ouais. C'est quoi les outils qu'on a en tant que c'est vrai qu'il y en a peu en ce moment. Pourquoi? Parce que les agents, on pourrait dire, l'année des agents, on pourrait dire c'est 2025. C'est là que ça commence. Avant, c'était pas au point. Là, ça commence à l'être, mais c'est pas parfait encore. Là, c'est comme une espèce de lumière que je vous allume sur comme le présent et le futur, mais c'est pas. Je dirais que les universités ou les différentes maisons de formation n'ont pas eu le temps encore de préparer tout ça, de s'ajuster. Et c'est ça. Je pense que ça s'en vient. C'est une question de temps avant que les formations sortent. Un peu comme là, on commence à avoir des formations sur les modèles de langage, mais là, ils vont les formations sur les agents maintenant et dans le futur. Là, ça s'en vient. Ouais. Moi, j'ai 3 questions en ligne. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sentent venir une question ou c'est assez tranquille? Juste pour que je puisse faire un décompte. Donc, on aurait 3 questions en ligne, 2 questions dans la salle. On va alterner. Céline Lemay demandait, y a-t-il une organisation internationale qui pourrait rassembler les pays pour que les décisions se prennent de façon concertée? Par exemple, adopter un LLM, rejeter un autre sur la base de vos travaux et des contrats que vous ferez. J'en doute, mais j'espère. Oui, ben, en ce moment, il y a l'ONU qui essaye de se prononcer un petit peu. C'est son rôle aussi là-dessus, ce qui est une bonne idée. Sinon, c'est des initiatives un petit peu locales ou, je dirais, ou internationales. Mais par exemple, bon, on a celle dont j'ai parlé tantôt, à laquelle j'adhère beaucoup, je l'ai signée. C'est la Déclaration de Montréal pour un IA responsable. Donc, ça, je vous suggère à tout le monde. Vous pouvez trouver ça facilement. Vous pouvez aller signer la déclaration. Ça vous engage.
de façon très informelle. Là. Ça ne vous engage pas vraiment, en fait, là. Mais au moins, c'est comme une intention de respecter une dizaine de principes, là, donc de développement durable, d'inclusion, de bien-être, de garder l'humain au centre des développements et des utilisations. Donc, il y a ça. Il y en a un autre aussi, justement, j'arrive de Oxford, qui était sur l'initiative de Grande-Bretagne, qui s'appelle, c'est le Turing Institute, qui a développé quelques standards aussi de développement. Donc, oui, il y en a à gauche, à droite. Il y a des pays qui vont se positionner. L'Australie l'a fait dernièrement. Oui, mais en même temps, tout le monde y va un petit peu à sa saveur locale. Puis c'est correct, mais bon, à date, il y a l'ONU qui semble prendre le pôle pour la standardisation de tout ça, mais bon, faut le faire. C'est le temps pour l'humain de se poser ces questions-là. Donc, Céline peut quand même espérer. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu nous entends, Céline. Je vais passer le micro ici, dans la troisième rangée. Vous avez une question? Oui. Bonjour, je vais essayer de bien tourner ma question, mais tantôt sur la diapo, vous mentionnez les IA, c'est comme ça fait du hacking. Oui, ça peut. Oui. Oui. Et là, on est rendu où en date d'aujourd'hui? Est-ce que ça a déjà été fait des attaques cyber avec des IA? Ici, Non, comment on va se protéger? Je dirais que oui, c'est certainement qu'il y a des cyberattaques qui ont pu être assistées par l'IA. Mais là, si on parle, oui, bien sûr, parce que l'humain se sert de l'IA. Là où, à ma connaissance, il n'y a pas de cas, c'est comme un IA qui, de façon autonome, aurait décidé de dire, bon, moi, je prends l'initiative d'attaquer. Soit qu'elles n'ont pas ces capacités-là ou ces droits-là, parce qu'il faut, quand on démarre un IA, on lui donne certains droits. Et donc, là, à ma connaissance, il n'y a pas eu de cas si impressionnant que ça, là, où il y a eu une cyberattaque de façon autonome que, l'IA, on l'a complètement échappé. Mais il reste que quand on entraîne un modèle de langage, on va l'entraîner sur des connaissances. Et quand les connaissances, donc c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent quand on entraîne un IA et qu'on inclut dans le corpus de connaissances les connaissances sur la réseautique. Donc là, moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée de le faire systématiquement, parce que là, c'est comme tu donnes les outils à l'IA de s'échapper, si on veut. Donc là, il y a plein de stratégies. En fait, là, c'est comme ce qui est une bonne idée, c'est de ne pas entraîner un IA sur tout. Okay? Donc, on peut spécialiser un IA pour dire, bon, mais là, toi, ça va être telle partie, telle partie, telle partie. Puis un peu, si on regarde ChatGPT-5, qui a l'air à tout connaître, mais en fait, c'est plusieurs IA qu'on appelle affinés ou fine-tunés. Donc, et donc là, ben oui, extrême prudence avec les IA qui ont les connaissances en réseautique parce qu'ils ont la capacité de s'échapper plus qu'un autre. En fait, s'ils prennent conscience et s'ils décident on a vu que ça s'est fait dans certains tests. Donc, prudence. Merci pour la question. En ligne, on a Melouka Adem Tayeb qui dit « Bonjour monsieur, merci pour la présentation. Pensez-vous qu'il soit possible dans un avenir proche que des agents artificiels développent une forme de conscience émergente? Si oui, comment concevoir le risque ou l'opportunité de servitude involontaire de ces systèmes? » Wow, ça c'est une bonne question. Bonne question. Ce n'est pas mon domaine directement, la conscience artificielle. J'ai lu un peu là-dessus. Il y a un article référence qui dit voici toutes les conditions. Parce que, en fait, la conscience, c'est compliqué parce que même chez l'humain, on ne sait pas comment que ça émerge. Là, on se doute bien que c'est le cerveau, c'est donc le réseau de neurones, et ça devient une propriété émergente, comme monsieur l'a dit. Mais il reste qu'on comprend encore mal chez l'humain. Alors, comment bien le comprendre dans la machine, on ne le sait pas. Bien sûr que les avancées chez l'humain vont aider à comprendre. En philosophie, on appelle ça le problème difficile de la conscience, le hard problem of consciousness. Mais est-ce que ça serait possible? En fait, l'état de l'art en ce moment, c'est de dire, puisque c'est possible chez l'humain, si on est fonctionnaliste en IA, on pourrait tout simplement dire, par exemple, si on remplaçait un neurone biologique par un neurone artificiel, est-ce qu'on demeure conscient comme humain? On pense que oui, avec les mêmes fonctions du même neurone. Mais si on en remplace 2, si on en remplace 3,
Ici, on en remplace des milliards, ultimement. Donc, à chacun qu'on fait, si le neurone fait exactement la même fonction que le neurone qui est remplacé, ben, ça serait possible. Donc, possiblement, mais on ne le sait pas, puisqu'on ne connaît pas, on comprend encore mal la conscience chez l'humain. Possiblement, mais oui, puis là, la notion de servitude que le monsieur faisait allusion. C'est madame, c'est une Madame? question d'une dame. On va la genrer. Bon, mais oui, c'est une excellente question. Il faut faire attention à ça. Parce que si un jour l'IA devient conscient et pire, si l'IA devient sentient, si elle peut ressentir des choses. Conscience, c'est une chose si tu ne ressens rien. Mais si tu as la capacité d'avoir des émotions, ben là, il ne faut pas faire souffrir des milliers, des millions d'entités dans une boîte pour rien sans même qu'on le sache. Il faut être très prudent avec ça. Mais ça, je vous rassure là-dessus, je vous ai parlé amplement des dangers à court terme puis dans ce qu'il faut faire attention. La conscience, en fait, en ce moment, on n'a aucune raison de croire qu'un IA peut être conscient ou qu'on est sur le point d'atteindre ça. Mais on continue à suivre l'actualité sur les neurosciences médicales, spécialement la biologie. Ouais. C'est une veille particulière, une veille technologique particulière. Oui. On veille sur la question de la conscience. Oui, c'est un domaine qui est passionnant. Une question dans le fond, hein? Je m'en reviens. Merci beaucoup pour la conférence. Ma question est une question de néophyte. Donc, plus j'essaie d'utiliser les LLM, plus je me rends compte que pour avoir des bonnes réponses, je dois fournir de l'information personnelle ou professionnelle. Puis, je suis toujours un peu craintif ou j'ai des réserves. Jusqu'où je peux fournir des informations sans qu'éventuellement ça revienne contre moi ou que ça soit utilisé pour l'apprentissage de ces modèles-là. Quelles sont les bonnes pratiques? Bon, là, ça, il y a une grande divergence chez les experts. Moi, je vous dirais, honnêtement, je suis assez... je dirais que j'ai un drapeau jaune, mais il n'est pas rouge. Okay? C'est-à-dire que... Puis il y en a que c'est rouge, mais là, quand je leur demande pourquoi il est rouge, ils ne savent pas vraiment. C'est comme plus une espèce d'instinct de « attention, attention ». C'est correct. En fait, chacun, premièrement, il va avec sa bulle. Mais moi, je vous répondrais, si vous mettez un document sur ChatGPT ou sur... Tiens, on va en prendre un autre, on va prendre n'importe quel autre, de toute façon, en fait. Mais oui, on met des informations sur le réseau, ça passe par le réseau, puis c'est stocké à quelque part. Pourquoi ne pas avoir la même crainte sur OneDrive ou sur Google Drive? C'est des nuages, toute votre vie est là. Puis, c'est quoi la différence entre prendre votre document qui est là et s'en servir pour entraîner un modèle de langage ou prendre celui que vous avez mis spécialement pour le consulter? Il y a encore beaucoup plus, la banque d'informations est beaucoup plus disponible sur n'importe quel nuage pour une entreprise qui voudrait plagier des documents et s'en servir. Okay? Fait que, si vous faites confiance à OneDrive ou n'importe quel nuage qui peut exister, des grands nuages connus, comme si votre paranoïa est à ce point-là, mais moi, honnêtement, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller reprendre un document d'un particulier qui est anecdotique. Et je pense qu'il y aurait intérêt à reprendre des grands documents ou des patrons de documents, mais vraiment filtrés, et pour réentraîner un modèle. De toute façon, il y a une fausse croyance qui dit que l'IA apprend en continu. Okay? L'IA n'apprend pas en continu. On l'entraîne. Quand elle a fini son entraînement, on arrête l'entraînement et c'est cette version-là qui sert. Okay? Et pour les prochains mois, les prochaines années, et tant qu'on ne réentraîne pas. Ça, c'est bon pour les modèles de langage, c'est bon pour le machine learning en général. On entraîne, quand on a fini l'entraînement, on arrête et on utilise. Donc, si vous utilisez ChatGPT, oui, bien sûr que ça va aller se stocker dans votre historique, etc., mais pour vous. Mais le modèle de langage ne sera pas réentraîné à chaque fois que vous mettez un document dessus. Il ne va pas l'apprendre sur le champ comme ça. Donc, je dirais, je suis plutôt permissif là-dessus. Puis, à date, il n'y a pas arrivé de cas où un individu a mis ses secrets puis que ça s'est retourné contre lui. En tout cas, c'est plutôt limité là-dessus. Moi, je dirais, puis
on est anecdotique, là. Il y a des millions, des milliards d'humains qui utilisent ça. La journée où ça serait bien surprenant qu'on soit le premier. Ça va commencer à s'étendre dans le marché, et dire, ah oui, là, il y a telle entreprise qui s'est fait jouer un tour, ça fait un scandale, etc. Moi, je ne suis pas très... donc, c'est possible, tout est possible, soyez prudents, mais je dirais, ma vigilance est un peu limitée là-dessus. De toute façon, dans les actualités des dernières semaines, c'est plus des artistes qui se sont fait plagier leurs œuvres et Oui. produire leur style que des humains qui se sont fait prendre des données. Oui, oui, oui. oui. C'est plus risqué pour les artistes, je dirais. Oui, que ben pour là, c'est sûr que des œuvres écrites ou des œuvres d'art, etc., là, d'être utilisées pour l'entraîner, oui, bien sûr. Mais là, ce ne sera pas un chat GPT ou quelque chose comme ça. Ils vont aller les prendre là où ils sont, je ne sais pas, moi, dans une galerie d'art, dans une librairie, ou etc. Oui, ce ne sera pas parce qu'on l'a mis sur un modèle de langage. Pas du tout. Ça va être... Mais oui, le plagiat, puis là, oui, il y a quand même un travail à faire pour les droits intellectuels des artistes, bien sûr, que je ne nie pas. On avait une dernière question en ligne. Puis Ouais. Je pense qu'elle ne serait pas trop longue. Je me permettrais qu'on la traite. Ouais. On la process. Oui, oui, Il est 13h26. Donc, c'est Locadim qui disait beaucoup de plaisir à écouter M. Dessureau depuis Québec. Bonjour, Oui, Québec. oui, oui. Question, les choses avancent vite et il semble y avoir un écart entre ce qui se fait dans les laboratoires et ce qui se passe dans la société. Comment peut-on faire pour éviter de creuser encore l'inégalité entre le développement et l'utilisation de ces technologies? En 3 minutes. Oui. C'est un petit défi. Donc, en gros, si je comprends bien la question, c'est les inégalités entre Les labos vont plus vite que les humains dans la Ouais, propagation. ouais, Qu'est-ce qu'on peut faire Ouais, pour, c'est simplement d'être vigilant, c'est d'informer, c'est justement, je pense qu'une initiative comme aujourd'hui. j'allais le dire, c'est donner la ça. parole à des adopteurs précoces. Oui. C'est pour ça que habituellement, quand j'ai la chance d'aller dans les médias, puis les médias sont quand même friands de ces temps-là, d'en connaître un peu plus davantage, etc. Oui, c'est de continuer le travail de communication dont la personne qui a posé la question, qui est Khadim, qui est mon troisième étudiant au doctorat justement de Québec, que je salue d'ailleurs. Donc oui, il va faire partie de la solution, justement, Khadim, à aller dans le public et à vulgariser. Ouais. Bon, c'est une réponse que j'aurais donnée moi-même. On était très, très, très heureux d'ouvrir la saison des Midis de la recherche avec le professeur Dessureau. J'en profite pour vous remercier, l'applaudir, oui. Merci. Merci. Et puis, bon, je suis sûre que vous allez vouloir réentendre cette conférence parce qu'il y a des petits morceaux qu'on va avoir besoin de réentendre. Ça va être disponible sur YouTube. Le lien va être diffusé là, prochainement. Merci à l'équipe du VRRD, le STI aussi qui a fait un très beau travail et Phoenix de la Torée qui nous a servi de très bons cafés. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à la conférence de novembre sur les enjeux sociaux autour de la famille. Le point commun de tous les midis de la recherche, c'est qu'ils touchent justement à cette question du dialogue entre science et société. Donc, dans l'absolu, c'est des sujets qui peuvent intéresser tout le monde. Qui n'a pas de famille? Bon, voilà. Soyez là le 6 novembre. Il y aura aussi du café. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci à vous.